La contribution présente les enseignements d'une expérience vécue en tant qu'administrateur salarié de Renault de 1997 à 2004. Administrateur salarié, Pierre Allange, bonjour. C'est la première entrée de l'encyclopédie de la stratégie. On va aller tout de suite à la phrase de chute. Pour être un bon administrateur salarié, il faut garder les habits de syndicaliste. C'est ça que vous nous expliquez dans cette entrée. Oui, et j'ai mis cette phrase en conclusion un peu de mon expérience, car elle dit bien le sens que j'ai donné à mon travail d'administrateur. Et je le dis et je le répète souvent, parce que les premières recommandations qu'on m'a faites quand j'ai été élu administrateur, c'était de me dire qu'il fallait que j'oublie un peu mon métier de syndicaliste et que je prenne les habits d'administrateur. Il y a une tension là, entre l'administrateur et le syndicaliste, c'est ça que Alors, vous dites. on pense qu'il y a une tension, et je pense que justement, la banalisation de la représentation des salariés dans les conseils d'administration doit se traduire par la suppression de cette tension entre une expérience de syndicaliste qui me semble indispensable pour être un bon administrateur. Et il faut, pour que cette tension cesse, deux transformations. La première, c'est celle de l'administrateur salarié qui doit effectivement prendre conscience que le travail au sein du conseil d'administration est d'une nature très différente de celle des expériences qu'il a pu avoir en tant que représentant de d'autres institutions représentatives du personnel, parce qu'au conseil d'administration, il est appelé à intervenir en amont sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Vous évoquez une double loyauté dans votre texte. Donc ce que je viens de dire représente la loyauté au conseil d'administration. On est dans le conseil d'administration pour travailler au sein d'un collectif et amener une contribution positive de façon à ce que la décision finale qui sera prise par le conseil d'administration et dont le collectif doit être solidaire soit la meilleure possible. Et l'autre loyauté, qui est un peu souvent oubliée, c'est que l'administrateur est un représentant des salariés au sein du conseil d'administration. Et il ne doit pas oublier que l'essentiel n'est pas la fonction, mais c'est aussi la représentation des salariés, ce qui entraîne principalement pour moi un devoir de compte-rendu, de façon à ce que les salariés prennent conscience de ce que sont les activités du conseil d'administration et de ce qu'ils peuvent apporter collectivement par leurs représentants à la définition de meilleures orientations pour l'entreprise. Bien sûr. Alors ça fait intervenir beaucoup de notions. Celle de conflit d'intérêts, par exemple. Alors, ça fait intervenir beaucoup de notions. Donc effectivement, l'autre objection que font les opposants à la représentation des salariés dans les conseils d'administration, c'est de dire que le salarié est porteur de trop d'intérêts, puisqu'il est attaché à l'entreprise, et que l'entreprise, à certains moments, a des décisions à prendre qui ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt du salarié. Donc l'administrateur salarié est forcément au cœur de conflits d'intérêts. C'est en tension avec ce bon vieux principe d'indépendance des administrateurs qui est au cœur de la gouvernance financière. Oui, exactement. Alors, pour moi, effectivement, quand on a mis l'accent sur l'administrateur idéal qui serait l'administrateur indépendant, je trouve qu'on a fait un choix discutable, parce que être indépendant, ça ne veut pas dire n'être porteur d'aucun intérêt, parce qu'à ce moment-là, je ne vois pas l'intérêt d'être présent dans le conseil d'administration. Mais ça veut dire être porteur du seul intérêt des actionnaires, et donc on nie le conflit d'intérêts en ne traitant que d'un seul intérêt, celui de l'actionnaire. Alors que l'entreprise, aujourd'hui, on le voit bien dans tous les débats, à la fois politiques, mais aussi dans les débats économiques dans les régions, quand une entreprise ferme, l'entreprise est inscrite dans le tissu
de la vie sociale. Et forcément, au conseil d'administration, les différents intérêts sont confrontés. Et le rôle du conseil d'administration, c'est d'être capable de gérer les différences d'intérêts, de traiter des conflits d'intérêts. Et la grandeur d'un représentant, c'est d'être capable de gérer les intérêts contradictoires dont il peut être lui-même porteur. Donc, aux gens qui m'objectent ce problème de conflit d'intérêts, je leur dis, les conflits d'intérêts, vous en avez vous aussi, j'en ai moi aussi, mais les miens, je les traite tout seul. Ne vous faites pas de soucis pour ma façon de gérer les conflits d'intérêts qui sont en moi. La notion d'affectio societatis renvoie d'ailleurs à l'idée de convergence aussi d'intérêts potentiels. Et bien entendu, ce qu'il faut espérer, c'est qu'un jour, y compris les autres administrateurs, transformeront leur vision de l'entreprise de façon à ce que, dans leurs décisions, ils s'intéressent aussi aux intérêts des salariés et qu'il y ait un vrai débat. Et au bout du débat, au bout de l'étude, il y a des décisions qui peuvent être difficiles à prendre pour telle ou telle des parties prenantes. Mais si elle est prise après un vrai débat qui a pesé le pour et le contre de l'ensemble des parties prenantes, alors on peut comprendre qu'il y ait des décisions difficiles qui arrivent à être prises, des difficiles et puis des très positives, hein, parce que l'entreprise, souvent on caricature le débat qui peut exister pour l'administrateur salarié, quelle position va-t-il prendre quand on décide la fermeture d'entreprise. Ça arrive heureusement très peu souvent. Et heureusement, la plupart du temps, c'est des décisions positives qui sont prises. Et c'est là où, à mon avis, il faut réfléchir, non pas à partir du négatif, mais à partir du positif, pour voir comment le travail collectif d'un conseil d'administration peut amener à prendre les meilleures décisions et pour l'ensemble des parties prenantes, et pour la société en général. Dans ce texte, vous évoquez le rapport gallois, vous évoquez les travaux de Jean-Louis Beffard. On a, en préparant cette interview, évoqué ce qui se tient dans le cadre du Collège des Bernardins. On a reçu Olivier Favreau sur ce plateau, sur cette idée qu'au fond, l'entreprise n'est pas la propriété de ses actionnaires ou de ses seuls actionnaires. C'est là qu'est la vraie tension. C'est là où est la vraie tension. Et effectivement, pendant tout le début de la présence des salariés dans les conseils d'administration, on a essayé de sortir du modèle actionnarial pour rentrer dans un modèle partenarial, mais il n'y avait pas beaucoup de travaux auxquels se raccrocher. Et depuis quelques années, et en particulier le travail qui a été fait au sein du Collège des Bernardins, amène de la matière à réfléchir. Bien sûr. Et en posant une critique théorique sur la vision entreprise, propriété des actionnaires, et en la remplaçant par une vision plus complexe de l'entreprise, en particulier en séparant la notion de société de la notion d'entreprise, et en mettant bien en évidence qu'au sein de l'entreprise, qui n'existe pas juridiquement aujourd'hui, les responsabilités et les gens qui sont porteurs de vision sur l'entreprise sont bien plus larges que les seuls actionnaires. Et c'est ceux qui légitiment un élargissement de la représentation au sein des conseils d'administration, à commencer par les salariés. Dans votre texte, vous évoquiez les drames de France Télécom, par exemple, les difficultés qu'il y a pu y avoir de crise. Et vous en traitez dans un paragraphe qui est la relation de confiance-défiance avec les dirigeants. Oui. Cet acteur qui est le dirigeant, dans le cadre de cette réflexion, au vu de votre expérience, vous prêchez pour une stratégie de la vie réelle, au vu de votre expérience. C'est ça, c'est-à-dire que... Ce dirigeant et sa tension avec l'administrateur salarié. Oui. Oui, je prêche pour que la réflexion stratégique soit élargie à d'autres sujets que la réflexion stratégique financière, qui, à mon avis, est bien traitée par les conseils d'administration actuellement, mais c'est pratiquement exclusivement traité de façon, disons, attentive. Alors, ça ne veut pas dire que les autres aspects stratégiques ne sont pas traités, mais la tendance, comme je le dis dans le texte, c'est que comme il y a une consanguinité au sein des conseils d'administration, que la plupart des administrateurs sont aussi des dirigeants d'autres sociétés, ils ont tendance à se dire, si je commence à rentrer
dans la stratégie économique, commerciale de Renault, eh bien la prochaine fois, le représentant de Renault qui est dans mon conseil d'administration va peut-être rentrer dans la stratégie industrielle et commerciale. Et donc, il y a un consensus pour dire laissons chacun mettre chez soi. On s'attache à bien gérer ce qui est la survie de l'entreprise, du système de la libre entreprise, mais la survie de Renault ou la survie de France Télécom, c'est surtout l'affaire de la direction générale de Renault ou de la direction générale de France Télécom. Ce n'est pas la question première du conseil d'administration. Administrateur salarié, donc la première entrée, page 1 de l'encyclopédie de la stratégie. Pierre Allanche, je vous remercie de votre venue. Merci.